Depuis toujours, le mur a représenté une surface vide pour l'homme. Il a alors cherché à le recouvrir et à se l'approprier. Des grottes de Lascaux pendant la préhistoire jusqu'à Pompéi, des fresques murales romanes jusqu'aux murs des quartiers défavorisés, cette surface a représenté un endroit d'expression libre plus ou moins légal. Ces représentations ont subi des évolutions, et ce qui était autrefois appelé graffiti, éraflure en latin ou dessin en grec, est aujourd'hui devenu le tag, très présent dans le muralisme de nos jours. On peut donc se demander quels sont les facteurs de cette évolution et les différences que représentent ces deux techniques, tant dans l'art que dans la vision qu'en ont les gens. Tag, graffiti. Les définitions n'en donnent que des aspects théoriques et ne s'accrochent pas véritablement avec la réalité de la représentation que s'en font les gens aujourd'hui, ainsi qu'aux sentiments que leur apporte ces arts. Nous avons interrogé quelques personnes pour connaître leur vision de ces deux mots. Pour moi, c'est un dessin d'artiste sur un mur portant des revendications. C'est la façon de voir l'art. C'est quelque chose d'éphémère, n'ayant pas la vocation de durer. Un tag ou un graffiti, c'est la même chose pour moi. C'est un graffiti que l'on trouve un peu partout et qui représente une signature, un symbole représentatif d'un groupe. C'est quelque chose qui est plus porté sur les mots, le non-respect du milieu urbain. Ça peut être une signature rapide, utilisée par le vandale, ou un simple accompagnement d'un graffiti. Il faut savoir que l'un des fondements même du graffiti repose sur l'anonymat. En effet, ces dessins à caractère urbain n'ont contrairement au tag pas de signature, et donc ne recherchent pas la reconnaissance, mais cherchent plutôt à créer la polémique sur des enjeux actuels. Le graffiti arrive en 1977 à Vincennes par l'UV Art Plastique. Rapidement, des fresques viennent recouvrir les murs de l'université dans le cadre d'un enseignement réalisé par Virgile Guéna. Dans un premier temps, ces fresques sont des peintures esthétiques, souvent réalisées avec d'anciens matériaux tels que le pinceau ou encore la craie. Ils ne sont cependant pas dépourvus de thématiques qui ne sont autres que les luttes sociales de l'époque. Le graffiti représente à cette époque-là une dynamique positive et très bien vue par la population vincenoise, qui trouve ce nouveau support de revendication agréable et plein de sens. Ainsi, une fierté se crée autour de l'art mural de l'université de Paris 8, qui est déjà à l'époque assez novatrice dans le domaine. Ce qui sera à nouveau le cas avec l'apparition du tag. Les événements de mai 68 utilisent énormément le graffiti en support à leurs revendications et entérinent celui-ci comme ayant sa place dans les arts. Un ouvrage est ainsi consacré à l'art mural de Paris 8 Vincennes. Ce livre est publié par l'Université de Paris 8 en 1981 et se nomme Vincennes-Vincennes. En 1980, le ministère des Universités ordonne le déménagement de Paris 8 vers Saint-Denis, ainsi que la destruction des locaux de Vincennes. De fortes protestations apparaissent alors contre ce projet, mais finalement, le déplacement a quand même lieu et l'art de rue de Vincennes disparaît en même temps que son université. À son arrivée à Paris 8 Saint-Denis, une continuité tentera de voir le jour, notamment avec la création d'une grande fresque représentant Jean-Paul Sartre dans le bâtiment A, et ici et là dans l'université. Mais cet art ne refleurira véritablement jamais, du moins jusqu'à l'apparition du tag. En juin 1989, le sociologue Georges Lapassade, alors professeur à l'université, décide d'étudier les jeunes des banlieues en difficulté. Il y découvre la fameuse vague hip-hop et leur art de rue, le graphe et le tag. Intrigué par cette forme d'expression des jeunes, il encourage la création d'un enseignement basé sur cet art. C'est donc en octobre 1990 que l'UV Pratique et Art de rue fait son apparition à la fac, dans la section Art plastique. Ses objectifs étaient simples, offrir aux étudiants une formation pratique ainsi qu'un soutien logistique aux banlieues. 3 manifestations furent par ailleurs soutenues par ce cours. Une fois cette première année terminée, un nouvel objectif fut ajouté à cette UV. Analyser le mouvement en s'inspirant de l'école de Chicago et du danois Grundtvig. Certains groupes de graffeurs, alors bien connus à l'époque, comme Force Alphabétique ou RCF, participèrent à cette analyse. L'université de Paris 8 était une pionnière dans l'étude de ce mouvement. Les étudiants d'autres universités, de France et même du monde, s'informaient de cette expérience. Si certains considéraient ce cours comme instructif, d'autres, au contraire, aspiraient à l'abandon de cet enseignement. En effet, dans la nuit du 9 au 10 novembre 1992, la station Louvre a été retrouvée entièrement taguée. L'enquête avait appris plus tard que certains membres de cette équipe de taggeurs faisaient partie de l'UV à Paris 8. Certains des meilleurs graffeurs sont tout de même recrutés pour redécorer l'université. C'est par exemple le cas de Mambo, un membre de Force Alphabétique qui va, à lui tout seul, repeindre la façade nord de l'université,
à l'époque, le mur extérieur de l'amphithéâtre 1. Les thèmes abordés sont moins revendicatifs que ceux de leurs prédécesseurs, et s'inspirent plus souvent de la BD et de dessins animés de l'époque. Le moyen utilisé est le plus souvent l'aérosol. C'est une technique qui va ouvrir de nouvelles perspectives de dessin, et va par exemple faire apparaître les pochoirs. Des vestiges sont par ailleurs encore visibles à certains endroits de l'université. Aujourd'hui, l'UV pratique et art de rue n'est plus enseigné à l'université. La culture hip-hop, ainsi que son art musical et mural, qui à l'époque étaient considérés comme nouveaux, sont maintenant entrés dans les mœurs. Les dessins qui recouvrent aujourd'hui les murs de l'université de Saint-Denis sont pour la plupart illégaux et revendicatifs. Tags et graphes ont envahi les murs de la fac et se fondent avec elles. Seule la bibliothèque semble épargnée par ce phénomène. Ces tags et ces graphes ne sont plus les bienvenus. Ils sont considérés comme de la pollution visuelle. L'une des missions de l'équipe de travaux de l'université est de les traquer et de les effacer. Les images utilisées dans les brochures et sur les sites internet sont soigneusement choisies pour éviter de montrer ces dessins sauvages. Le muralisme, qui était autrefois considéré comme une fierté de l'université de Paris 8, est entré dans les mœurs pour finir regardé comme une nuisance visuelle que l'on cherche à cacher. On peut se demander quel avenir le muralisme a devant lui. L'université va-t-elle devoir repenser à ces murs comme des moyens d'expression libre des étudiants, ou au contraire, tout faire pour qu'à l'image de la bibliothèque, symbole de travail et de sérieux, ces murs demeurent immaculés?